Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Clair de Lune. Ce soir, nous sommes avec l'un des tout premiers ingénieurs des mines de Burkina Faso, mais il est plutôt connu comme homme politique burkinabé. Ancien ministre, ancien député, il a dirigé pendant longtemps le Parti africain de l'indépendance PAI. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue, c'est Philippe Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kane. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Faisons de plus amples connaissances avec notre invité, que dis-je, notre hôte du jour, dans ce portrait que nous propose Bienvenue Tansa. C'est l'une des figures de la révolution burkinabé. Dans le premier gouvernement du Conseil national de la révolution CNR, il occupe le poste de ministre des Équipements et des Communications. Philippe Ouedraogo met les pieds en politique alors qu'il est étudiant. En France, pendant qu'il milite au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, Philippe Ouedraogo est coopté par le PAI, le Parti africain de l'indépendance. Nous sommes en 1967. Un an plus tard, le natif de Diapaga rentre au Bercail et prend activement part aux activités du PAI, devenu PDS, d'abord en tant que militant, puis comme responsable, à partir de 1975. Les luttes de classe s'enchaînent et celles politiques également. Mais de Paris, Philippe Ouedraogo ne ressort pas bredouille. Il obtient un diplôme d'ingénieur des mines et va occuper plusieurs postes de responsabilité. Directeur voltaïque de la géologie et des mines en 1970, directeur général de l'Office des projets de Tambao de 1974 à 1982, directeur général de la Société minière de Tambao de 1975 à 1982, entre autres. Sur le plan politique, il a été par ailleurs président du Conseil économique et social de 1993 à 1996. De 2002 à 2007, Philippe Ouedraogo est député à l'Assemblée nationale du Burkina et conseiller municipal de la commune de Korsimoro durant 7 ans, entre 2006 et 2018, pour ne citer que cela. Philippe Ouedraogo, 81 ans, a pris sa retraite professionnelle en 1995 et n'exerce plus de responsabilité politique depuis 2018. Mais il reste militant du PDS et plus récemment du Front patriotique. Comme nous avons vu dans le document, vous êtes né à Diapaga. Pour un Ouedraogo, ça paraît un peu curieux qu'un Ouedraogo naisse à Diapaga. Racontez-nous comment est-ce que vos parents se sont retrouvés là-bas. Mon père était fonctionnaire sous l'ère coloniale. Et il était même directeur d'école, déjà à cette époque-là, à l'époque où je suis né. Et par conséquent, il était à la disposition de l'administration coloniale et qui affectait donc les fonctionnaires là où finalement elle le pensait. Elle le pensait. Et donc il a été comme ça dans plusieurs villes, aussi bien au Niger, essentiellement d'ailleurs au Niger, dans ce pays-là. Et à cette époque, en 1942, quand je naissais, Diapaga appartenait au Niger. C'était la portion de la Haute-Volta qui avait été rattachée au Niger. Et c'est donc comme ça qu'il est resté, je crois, si j'ai bonne mémoire, de 1941, je n'étais pas encore né, mais enfin, j'ai pu le savoir après, à 1946. Et en 1946, donc, il a été affecté à Terra, toujours au Niger, où nous sommes partis. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué donc, dans cette ville? Et il y avait beaucoup de troupes qui venaient à Kony et qui jouaient les jours de fête. Les fêtes, c'était soit les fêtes musulmanes, soit finalement donc, les jours fériés que la colonisation avait retenus, notamment le 14 juillet, le 11 novembre par exemple, étaient des fêtes du calendrier colonial. Et beaucoup de troupes quittaient donc le Nigeria voisin pour venir se produire à cette occasion-là à Kony. Notamment, il y avait ces gens qui mangeaient du feu, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnaient. Il y avait aussi donc, des gens qui s'amusaient finalement donc, avec des couteaux extrêmement tranchants en principe, et qu'ils faisaient tourner autour de leur ventre, bon, peut-être avec beaucoup de dextérité pour ne pas les toucher, se toucher. Et je me souviens finalement que c'est là que la première fois j'ai vu un petit avion
c'est comme ce qu'on appelait ici les brossards à l'époque, et qui a atterri à Vieux-Koné en causant beaucoup de mois, parce que ce n'était pas fréquent. Alors, après, vous partez donc en France, en Europe pour vos études. Racontez-nous vos premiers pas en France, à Paris, c'était comment? Bon, d'abord, je dois dire qu'en 1960, j'avais passé un concours qui était réservé, si on peut dire, aux meilleurs élèves en français et on récompensait donc les meilleurs élèves du concours par un voyage, un séjour d'1 mois en France. Donc j'ai eu, quand j'étais en première, en 1960, j'étais en classe de première, j'ai passé ce concours et j'ai été retenu pour passer 1 mois de vacances en France aux frais de la princesse coloniale. Alors donc, on n'était pas encore indépendant, hein. Le Niger n'était pas encore indépendant et je veux dire que le 3 août 1960, qui est le jour de l'indépendance du Niger, m'a trouvé en France. Je n'étais pas le seul élève, bien sûr, qui avait été retenu pour ça. Et il y avait d'ailleurs des élèves qui venaient de différents pays. Alors donc on nous divisait en groupes et tout ça. Donc j'avais eu à peu près 1 mois de séjour en France et par conséquent j'avais quelques notions, si on peut dire, de la façon dont il fallait se comporter quand on était petit Africain en France, quoi. L'année suivante, donc j'ai réussi au baccalauréat et je suis donc parti, comme il n'y avait pas d'université dans nos pays, j'ai obtenu une bourse pour poursuivre mes études en France. J'ai réussi à un certain nombre d'écoles d'ingénieurs et mon professeur que j'ai croisé dans l'intervalle, un professeur de mathématiques, m'a conseillé finalement de démissionner de ces écoles-là, de ne pas accepter d'entrer dans ces écoles-là et de refaire plutôt une 2e année. C'est ce que j'ai fait. Et à l'issue de cette 2e année au lycée Louis-le-Grand, j'ai réussi au concours polytechnique notamment, et puis à d'autres concours aussi. Et c'est comme ça que je suis entré à l'école polytechnique. Vous rentrez donc polytechnicien, donc spécialiste des mines au Burkina. Comment s'est fait l'intégration alors? Sans problème. À l'époque, vous saviez, on avait besoin de cadres africains, voltaïques, n'est-ce pas, pour occuper différentes responsabilités, qui étaient toujours finalement entre les mains des Français, des cadres français, qui poursuivaient leur carrière en Afrique. Et par conséquent, donc, il y avait des places à prendre. Et c'est comme ça que tous les étudiants qui finissaient leurs études à cette époque-là, n'avaient jamais de problème d'intégration. En général, finalement, donc, les services qui devaient finalement les intégrer à la fin de leurs études suivaient leur cursus. Et par conséquent, quand ils avaient fini, finalement, ils étaient prévus au budget et on les attendait, on savait où on allait les placer, etc. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici en août, je dirais même le 1er août 68, ayant fini mes études pour travailler. J'étais prévu pour entrer à la direction de la géologie et des mines. Celle-ci, à l'époque, était basée à Bobo-Dioulasso. Mais à cette époque-là, la plupart des services déménageaient de Bobo pour venir à Ouagadougou, puisque c'était la capitale. Et par conséquent, quand moi je suis venu et que j'ai été intégré en octobre 1968, on m'a dit que ce n'est pas la peine d'aller à Bobo, puisque la direction de la géologie des mines déménage pour venir s'installer à Ouagadougou. Donc c'est comme ça que je suis resté à Ouagadougou, que je n'ai jamais été affecté à Bobo-Dioulasso et que donc j'ai pris service. Après quelques années de service, vous êtes nommé DG de l'Office de projet de Tambao. C'était quoi cette direction générale? En 1973, j'étais donc directeur de la géologie et des mines et j'avais été invité par le Premier ministre de l'époque, M. Gérard Kango Ouedraogo, à entrer dans son gouvernement
pour occuper le poste de haut commissaire au plan. Bon, donc il y a eu quelques problèmes. J'ai fini par accepter de ce poste, mais j'ai démissionné 3 mois plus tard, estimant qu'il m'était impossible finalement de travailler sereinement et efficacement avec finalement donc ceux avec lesquels j'étais censé travailler en tant que membre du gouvernement. J'étais remis à la direction de la géologie et des mines pour emploi. On a, dans l'intervalle, pensé à constituer finalement une entité particulière, une institution particulière qu'on appelait l'Office des projets de Tambao. L'Office des projets de Tambao était donc un établissement public qui devait s'attacher essentiellement à la promotion de la mine de manganèse de Tambao et des autres ressources minières qu'il y avait dans la même zone. Notamment, il y avait les calcaires de Tinerasan et essentiellement les calcaires de Tinerasan. Donc, on a pensé que si on pouvait exploiter la mine de manganèse de Tambao, si on pouvait exploiter aussi en même temps les calcaires à ciment de Tinerasan, eh bien, on aurait un complexe industriel très intéressant dans la zone nord-est du pays. Et donc, l'Office de Tambao devait s'occuper de ça. Des années après, Tambao reste toujours à l'état de projet. Est-ce que ce n'est pas un échec finalement? Oui, on peut le voir comme ça, mais vous savez, pour un projet économique, surtout un projet de cette nature, il faut avoir aussi clairement dans l'esprit les conditions dans lesquelles une exploitation minière de ce manganèse peut se faire. Nous sommes avec Tambao à peu près peut-être 1300 km de la mer. Pour un produit, une substance, le manganèse, que nous ne pouvons pas exploiter ici au Burkina, parce que l'usage le plus répandu de ce manganèse, c'est la fabrication de ferromanganèse, qui exige non seulement donc, le recours à une utilisation intense d'énergie pour transformer le manganèse en ferromanganèse, mais en plus, il faut ensuite évacuer ce produit vers les zones où on peut le vendre, c'est-à-dire le continent européen, par exemple, ou le continent américain. Et par conséquent, c'est des conditions très difficiles, quoi. En outre, finalement, le meilleur mode de transport pour les substances aussi lourdes, c'est le chemin de fer. Or, le chemin de fer, celui qui existe actuellement, s'arrêtait à Ouagadougou. Donc il fallait pouvoir le prolonger jusqu'à Tambao, c'est-à-dire ajouter à peu près 230 km à la distance Ouagadougou-Abidjan pour l'évacuer sur Abidjan. Ouagadougou-Abidjan, c'est quand même déjà 1200 km à peu près. Donc si vous ajoutez 230 km, on n'est pas loin de 1500 km. Et puis finalement, si vous transportez le manganèse brut, ok, mais il n'y a pratiquement pas, enfin la valeur ajoutée est très faible. Si vous voulez le transformer, il faut avoir de l'énergie à assez bon marché pour le transformer avant de le transporter, ou finalement pour le transformer à Ouagadougou ou à Abidjan. Enfin, bref, les conditions quand même d'exploitation n'étaient pas évidentes. Et en tout cas, au moins on se heurtait à la nécessité de construire un chemin de fer de Ouagadougou jusqu'à Tambao. Mais c'est vrai que ce chemin de fer pouvait servir aussi bien à l'exploitation du manganèse qu'à l'exploitation des calcaires de Tinerasan. Vous avez commencé le militantisme assez tôt. En 1964, déjà, vous êtes secrétaire aux relations extérieures de l'Association des étudiants voltaïques en France. Quels étaient les objectifs de cette association-là? Ah non, c'est comme toutes les associations d'élèves ou d'étudiants qui existaient. C'est-à-dire qu'il s'agissait finalement de rassembler le maximum d'étudiants en France et finalement donc d'aider finalement à ce qu'ils se connaissent mutuellement
d'aider finalement à ce qu'ils cèdent aussi finalement par les conseils des anciens vis-à-vis des plus jeunes, et puis également de faire en sorte finalement que leurs intérêts, leurs préoccupations soient prises en compte. Et ce collectif, si on peut dire cette association, se fait le porte-parole de l'ensemble des étudiants pour traduire leurs préoccupations auprès des autorités du pays, mais même aussi auprès finalement des autorités de la France, n'est-ce pas? Puisque la France a créé un certain nombre d'institutions pour gérer les étudiants, et par conséquent, il faut qu'on puisse leur dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous êtes ensuite vice-président aux relations extérieures de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, FEANF, la fameuse FEANF. Je me rends compte que la plupart des hommes politiques, en tout cas de l'Afrique noire francophone qu'on connaît, sont issus de cette fédération-là. C'est donc une pépinière d'hommes politiques. Vous savez, la FEANF a été constituée officiellement en 1951. Donc quelques années avant finalement que les pays francophones d'Afrique obtiennent leur indépendance. Mais c'était dans le contexte, si on peut dire, du bouillonnement politique qui existait dans nos pays et qui revendiquait d'abord plus de respect pour les colonisés et plus de respect pour notre dignité, et même finalement pour certains secteurs ou certains partis politiques qui exigeaient aussi même l'indépendance, en tout cas au moins l'autonomie de nos pays. Donc la FEANF est née dans ce contexte-là, et puis bien sûr, comme il s'agissait de jeunes étudiants, les points de vue étaient plus radicaux que ceux finalement que l'on pouvait trouver dans nos pays. Donc très rapidement, la FEANF s'est positionnée pour l'indépendance de nos pays. De sorte que lorsque De Gaulle a organisé son référendum sur la communauté en 1958, eh bien, la FEANF a dépêché dans nos différents pays des équipes pour prôner le non à la communauté pour l'indépendance. C'est-à-dire pour que l'ensemble des pays adoptent la position qui a été celle du seul Sékou Touré. Bon, donc c'est comme ça que les étudiants africains qui se retrouvaient en France un peu par obligation, parce qu'à l'époque, quand on devait faire des études universitaires, il fallait soit aller en France, soit aller à Dakar, pour ceux qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Donc la FEANF s'est donnée pour vocation, effectivement, d'élever la conscience politique des étudiants, de façon à les préparer à assumer ensuite des responsabilités politiques dans leur pays. Quelles étaient vos aspirations pour vos pays respectifs en son temps, jeunes étudiants que vous étiez? Nous étions conscients du fait que les indépendances dont jouissaient nos pays n'étaient pas des vraies indépendances. C'était ce que nous appelions les indépendances octroyées ou les indépendances factices. Et par conséquent, nous disions que nos pays étaient toujours sous la domination du néocolonialisme. Ce n'était plus le colonialisme direct, mais c'était le néocolonialisme à travers finalement donc des hommes politiques ou des cadres politiques ou des gouvernements qui étaient inféodés à la France. Et par conséquent, cette domination qui était le propre de la domination impérialiste sur le pays, eh bien, il fallait lutter pour s'en débarrasser. Donc, ce que la FEANF prônait, c'était que les élites politiques qu'elle formait comme ça, eh bien, puissent, une fois rentrées au pays, entrer dans la lutte politique de façon à combattre la domination néocoloniale et l'impérialisme, donc, et par conséquent, permettre finalement à nos pays de devenir réellement plus indépendants, politiquement, économiquement, et à tout point de vue, et que nos pays, finalement, redeviennent eux-mêmes, au lieu, finalement, donc, de suivre comme ça la politique, finalement, que la France de l'époque, finalement, nous dictait. Vous êtes un homme très social et prompt à partager vos connaissances. C'est d'ailleurs vous qui avez contribué à la réussite de nombreux jeunes et certains de vos camarades, et surtout que vous aviez des connaissances en mathématiques. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Paul Ouedraogo.
Donc Philippe Ouédraogo est le grand frère qui est au four et au moulin pour tout ce qui touche les événements de la famille, du village, de la région. Je veux dire que Philippe Ouédraogo, pour ce qui me concerne, a été celui qui a eu le sens de la famille le plus tôt. Parce que dès notre secondaire, dès que nous sommes à l'entrée du village, dans les années 68, Philippe Ouédraogo a été celui qui venait tous les week-ends, malgré qu'il était jeune étudiant. Il aurait pu profiter de ces week-ends pour autre chose, mais il venait nous encadrer. Moi, je suis un jumeau. On a fini tous médecins par ses grâces, parce qu'il nous a tous encadrés. En 1975 déjà, on revient encore à votre carrière politique. En 1975, vous êtes membre du bureau exécutif du Parti africain de l'indépendance, PAI. Racontez-nous, le PAI, c'était quel type de parti? Son histoire, c'était comment? Parce qu'il semblait que c'est un parti qui était radical au départ. Oui, vous savez, en 1957, le PAI s'est considéré comme un parti au Sénégal. C'était un parti qui se réclamait du socialisme. Plus tard, il dira carrément communisme. Et donc, ces militants prônaient la révolution et voulaient donc lutter en imitant un peu les révolutionnaires d'autres pays qui ont réussi finalement donc, à transformer radicalement la situation de leur pays et de leur peuple. Notamment comme c'était le cas au Vietnam et dans beaucoup d'autres pays. À l'époque aussi, il faut dire que l'Algérie était sous le gouvernement de la Révolution. Et beaucoup d'autres pays finalement qui réclamaient notamment leur liberté, leur indépendance, estimaient finalement que le socialisme était la voie du développement qu'il leur fallait pour changer radicalement et couper avec le colonialisme. Donc le PAI s'est constitué comme ça, comme un parti socialiste, puis ensuite finalement clairement communiste, d'abord au Sénégal, puis ensuite finalement il a eu la vocation de devenir un parti fédéral au niveau de tous les pays africains qui étaient sous domination coloniale, pas seulement francophone, mais même anglophone, où finalement même les pays sous domination coloniale portugaise. Donc, en Haute-Volta, en 1963, s'est constitué finalement donc, le PAI de Haute-Volta, Parti africain de l'indépendance de Haute-Volta, qui s'est défini comme un parti marxiste, prônant le socialisme, et donc prônant finalement une révolution devant aboutir finalement à l'installation d'une démocratie socialiste, avec une rupture bien sûr par rapport au néocolonialisme français, et finalement avec l'ambition de faire donc de notre pays un pays socialiste, mais également un pays où les intérêts des peuples finalement seraient finalement donc ceux qui devaient guider toute la vie politique et économique du pays. Bon, ça c'était donc en 63 que s'est créé, mais évidemment c'était une poignée de jeunes, de personnes jeunes à l'époque, alors qui essayaient finalement donc d'avoir des partisans au niveau de ce qu'il appelait la classe ouvrière. C'était ce que d'autres finalement appelaient les petits bourgeois. Au niveau des intellectuels, et notamment au niveau dans les milieux étudiants, et même dans les milieux élèves, hein, pour les élèves des grandes classes, etc. Donc le parti a évolué petit à petit, a grandi un peu, et a commencé vraiment à se manifester à partir de 1966. En 1966, il
était bien implanté dans un certain nombre de syndicats. Il en dirigeait quelques-uns et par conséquent, il pouvait déjà jouer un rôle significatif dans les événements de janvier 1966. Bon, à cette époque-là, il était dirigé par Thiombiano Adjuma Amirou, qui malheureusement va décéder assez rapidement en 1975. Quoi. Mais il y a eu bien sûr une relève, et c'est d'ailleurs le décès du fondateur, celui qu'on considère comme étant le fondateur de ce parti, Thiombiano Amirou, c'est son décès qui va m'amener finalement à être responsabilisé comme l'un des dirigeants nationaux du PAI. C'est-à-dire qu'ils vont coopter à la direction, les dirigeants vont coopter à la direction du parti, deux personnes, Touré Souman et moi-même. Donc nous sommes arrivés à la direction du parti en même temps en 1975. Quoi. En 1983, vous êtes ministre de l'équipement et des communications. C'était sous la Révolution, je crois. Vous avez vu la Révolution venir puisque vous avez travaillé pour la Révolution durant toutes ces années. Oui, bien sûr. Bien sûr, notre objectif au niveau du pays, c'était de faire en sorte qu'il y ait une plus grande prise de conscience de tous ceux qui pouvaient aider à changer la situation sur la nature exacte de l'impérialisme, sur la nécessité finalement de s'organiser, sur la nécessité de rallier finalement donc aux objectifs de la révolution le plus de gens possible. Quoi. Et donc effectivement, au PAI, nous avons travaillé avec des jeunes officiers, des sous-officiers aussi, et par conséquent, donc nous avons assez rapidement ensemble discuté de la possibilité de renverser le régime existant pour finalement donc créer les conditions de la mise en œuvre d'une politique révolutionnaire. Bon, alors évidemment, les choses se sont passées pas de façon très contrôlée par nous. Hein. C'est-à-dire on lance un projet, bien sûr, on y travaille, et puis ma foi, le déroulement parfois peut vous échapper. Alors, sinon, donc, nous ne pensions pas, par exemple en 1982, et que c'était possible finalement donc d'arriver finalement à une situation révolutionnaire en 1983. Mais nous avions travaillé, nous avons pénétré différents milieux qui pouvaient y participer, nous avons popularisé, si on peut dire, l'idée, la lutte anti-impérialiste, l'idée de révolution. Et effectivement, nous avons trouvé notamment dans Sankara et ceux qui travaillaient avec lui politiquement, parce qu'il aussi, il avait ses hommes au sein de l'armée et en dehors de l'armée. Nous avons trouvé donc en ces hommes-là des gens qui étaient réceptifs à notre message et par conséquent, nous avons cheminé ensemble tant que ça a été possible. Pourtant, vous restez juste une année à la tête de ce ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est passé qu'on ne s'est pas entendu au bout d'un moment et que nous n'avions plus la même vision des transformations révolutionnaires qu'il fallait faire et de la façon dont il fallait les faire. Vous savez, nous avons à l'époque publié nos critiques sur la façon dont la révolution a été menée. Nous trouvions que trop d'accent a été porté sur les militaires, sur la place des militaires dans la révolution, et que c'était pas bon. C'était pas correct, c'était une illusion. Ensuite, nous avons pensé que les changements révolutionnaires ne sont pas forcément des changements à marche forcée, et qu'il faut prendre le temps aussi de convaincre les masses, notamment celles qui doivent faire la révolution et qui doivent accepter le changement, les convaincre de bien fonder les changements qui sont proposés et ne pas finalement donc leur imposer tous ces changements sans qu'ils les comprennent toujours. Et puis ma foi, nous pensions aussi que
il fallait ménager le peuple. Donc sur tous ces points, finalement, nous avions quelques divergences. Sans compter que parmi les gens qui semblaient militer pour la révolution et qui étaient partisans du CNR, il y en a qui estimaient que si nous avions une voix aussi indépendante dans l'exposé de nos positions et de nos propositions, c'était parce que nous disposions d'un parti. Et que par conséquent, il fallait dissoudre le parti pour que tout le monde soit dans la même position et que donc nous ne prévalions plus de notre appartenance à ce parti-là pour exposer nos points de vue qui n'étaient pas finalement donc des points de vue suivistes. Donc tout ça a abouti à une grave incompréhension. Et en juin 1984, c'était la rupture. En 87, la révolution justement se termine tragiquement. Est-ce que cette révolution contenait en même temps les germes de sa fin? Bon, évidemment, beaucoup de gens disent ça, que la révolution, la révolution mange ses petits, et que par conséquent, chaque fois qu'il y a révolution, il y a en même temps... Bon, d'abord, c'est vrai que les phénomènes comportent toujours des éléments positifs et négatifs, et que, bon, il est possible qu'à un moment donné, la partie négative l'emporte sur la partie positive, et que par conséquent, on assiste à une destruction, si on peut dire, de ce qu'on entreprend. Bon, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est vraiment applicable à cette situation? Je pense que non. Je pense qu'il s'agit probablement d'un mauvais traitement de contradictions qui sont intervenues. Vous savez, nous sommes des Africains très subjectifs, hein? Des Africains donc très subjectifs, facilement, que l'on peut émouvoir facilement, et par conséquent, deux amis qui avaient apparemment des très forts liens, je parle de Sankara et de Blaise Compaoré, ont pu être finalement donc séparés par des propos qui sont maladroits, mal interprétés ou interprétés de façon peut-être interprétés exprès, peut-être de façon désobligeante. Et par conséquent, si il n'y a pas vraiment eu de possibilité de s'expliquer franchement, eh bien, cette contradiction a pu se développer. Sans compter que, bon, le fait d'être un numéro 1 et numéro 2, ça peut finalement laisser la place à certains pour dire, mais tu ne peux pas être toujours numéro 2, il faut que tu sois un jour numéro 1, et ainsi de suite. Et tout ça aussi, ça peut être finalement un facteur de division entre deux personnes qui semblaient bien s'entendre politiquement. Donc, je crois que les éléments subjectifs de ce type-là ont dû prendre plus d'importance qu'ils ne devaient avoir. Et c'est ça qui a peut-être finalement abouti à cette issue tragique du 15 octobre 1987. Alors, qu'est-ce que vous retenez donc de cette période de la révolution burkinabé? Alors, ce que je retiens d'abord, c'est que c'était une période vraiment considérée comme, par beaucoup, je ne dis pas par tous les Burkinabés, par tous les voltaïques, comme vraiment pleine de promesses. Il fallait voir l'enthousiasme de ceux qui manifestaient le lendemain du 4 août. Ils en sortaient de partout, acclamaient finalement donc les militaires finalement donc qu'ils connaissaient comme étant devant le CNR. Donc je pense que la révolution a été très bien accueillie. C'est sûr, pas par tous. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Beaucoup de gens voyaient bien que leurs intérêts allaient s'y perdre. Beaucoup de gens peut-être considéraient que politiquement, ils ne comptaient plus. Et donc, ils étaient appelés à avoir une très mauvaise opinion de la révolution qui naissait. Mais il faut dire que la révolution a apporté beaucoup de changements.
Et moi, je crois que le premier changement, c'est même d'avoir permis aux voltaïques, aux Burkinabés, d'avoir confiance en lui-même et en sa capacité à prendre son destin en main et à changer les choses. Je crois que ça, c'était très important. Et puis ensuite, finalement, il faut voir que dans tous les domaines, pratiquement, la révolution, le régime du CNR a pris beaucoup d'initiatives et que ces initiatives, finalement, ont abouti finalement à des projets. Je crois que tout le monde est obligé d'apprécier positivement par la façon dont ces projets ont pris les problèmes qui se posaient au pays, par la façon dont il a cherché finalement à les régler, à régler ces problèmes-là, et à leur donner finalement donc pour l'avenir une trajectoire que peut-être finalement nous n'aurions pas connue auparavant. Si aujourd'hui, je pense, nous sommes connus comme pays, Burkina Faso, aujourd'hui dans le monde entier, on parle de, si vous dites Burkina Faso, tout le monde connaît en général. Alors que ce n'était pas le cas quand on parlait de Haute-Volta ou Upper-Volta. Il fallait passer ensuite finalement quelques minutes à essayer d'expliquer notre position en Afrique et éventuellement qui étaient nos dirigeants, etc. Tout ça, c'était... Alors que depuis la Révolution, je crois que le Burkinabé s'est affirmé et est reconnu finalement comme étant particulier finalement comme homme africain. Je pense que ça, plus toutes les réformes qui ont été lancées, ça montre que évidemment, la Révolution, elle avait en germe finalement beaucoup de potentialités, mais il y avait peut-être des problèmes qu'elle n'a pas su régler et qui lui ont été fatals. En 1998, vous êtes secrétaire général du bureau provisoire du PAI. Pourquoi provisoire? Y avait-il déjà des problèmes ou bien c'est quoi? Pourquoi provisoire? Moi, j'étais secrétaire général du PAI en 1991. Un congrès extraordinaire m'avait donc désigné comme secrétaire général. Et je suis resté jusqu'en 1998. Bon, quand même, ça fait un bail, cette année. Et par conséquent, j'étais fondé, éventuellement, à demander à ne plus continuer à assumer cette responsabilité. Mais il se trouve finalement que les conditions dans lesquelles qui prévalaient et qui expliquent pourquoi je ne voulais plus continuer à assumer cette responsabilité, que ces conditions-là ont vu donc l'élection de Touré Souman pour me remplacer. Mais Touré Souman rapidement a réuni contre lui finalement donc une large majorité des responsables du parti. Et par conséquent, beaucoup de critiques étaient faites à son encontre. Et finalement, à la première occasion, c'est-à-dire lors de la tenue d'un comité central, eh bien, il a été obligé de donner sa démission. Pratiquement après 100 jours d'exercice du poste de secrétaire général. Alors donc, il fallait bien un bureau provisoire, puisqu'on ne pouvait pas tenir un congrès immédiatement. Et c'est comme ça que je suis devenu secrétaire général du bureau provisoire du PAI. Vous serez confirmé en 2000. Voilà, en 2000, voilà, je serai confirmé comme secrétaire général. Parce que finalement, donc, nous devions tenir, après le comité central de 1998, qui avait vu la démission de Touré Souman et de son bureau, nous devions tenir un congrès. Et si ce congrès ne s'est pas tenu rapidement, c'est parce que nous n'avions pas d'argent, donc pour tenir un congrès aussi rapidement. Et quand nous avons réuni les conditions financières pour tenir le congrès, nous l'avons tenu en février 2000. Mais, entre-temps, Touré Souman a opéré une manœuvre de concert avec le pouvoir de Blaise Compaoré, alors qu'il avait démissionné, qu'il était devenu simple militant. Il a convoqué un soi-disant congrès, à l'issue duquel il s'est proclamé secrétaire général du pays. Alors donc, depuis ce temps,
Il y a donc un problème au sein du PAI, c'est-à-dire que le pouvoir qu'il a cautionné s'est dépêché de lui donner un arrêté le 31 janvier 2000, le reconnaissant comme étant le secrétaire général du PAI, et reconnaissant un bureau dont on ne se souvient plus des membres comme étant le bureau du PAI, alors que finalement donc, nous-mêmes nous poursuivions donc, nos démarches pour la convocation d'un congrès. Nous avons notifié au ministre de l'administration territoriale que nous allions tenir ce congrès le 6 février 2000. Il n'a pas répondu. Nous avons tenu le congrès et ce congrès donc, m'a élu comme nouveau secrétaire général. Mais entre-temps, le ministère de l'administration territoriale qui gère les partis avait produit un arrêté reconnaissant Touré Soumane comme président. Donc ça a été le début, si on peut dire, donc, des problèmes du PAI. D'accord. Le conflit était donc ouvert entre les deux clans, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Vous écrivez dans un livre, dans votre livre, qu'il y avait des mains extérieures qui voulaient détruire le PAI. Qui avait intérêt à détruire le PAI en son temps? Le pouvoir. Nous étions un parti d'opposition. Nous étions un parti d'opposition respecté, connu comme tel. Et le pouvoir avait intérêt finalement à nous détruire ou à nous affaiblir. Et comme il a trouvé finalement donc en Touré Soumane quelqu'un pour l'aider à assouvir son dessein, eh bien, il n'a pas hésité. Vous remportez finalement la bataille judiciaire qui vous donne raison comme propriétaire légal je vais dire ça comme ça, du PAI. Quelles leçons tirez-vous de cette partie de la vie de votre parti? Bon, d'abord, il a fallu 11 ans de bataille judiciaire pour faire reconnaître nos droits, à savoir finalement que ce sont les instances du PAI qui doivent décider de qui est le secrétaire général, qui doit composer le bureau du PAI, et ce n'est pas l'administration, de le faire. Deuxièmement, on ne peut pas, comme ça, par un coup de jarnac, combattre un parti simplement parce qu'il est un parti d'opposition. Il faut, dans le principe, accepter qu'il y ait des partis d'opposition et respecter leurs droits. Maintenant, s'ils sont faibles, ils sont faibles, mais s'ils sont forts, ils sont forts. Bon, je pense aussi que parmi les leçons importantes que l'on peut tirer de la lutte que nous avons menée pendant 11 ans sur le plan judiciaire pour faire aboutir pour faire respecter nos droits, on peut dire que il y a le fait que l'essentiel des militants du parti a toujours été donc, derrière les positions que nous défendions. C'est-à-dire avec conscience qu'on était en face d'une situation où le pouvoir essayait de manipuler les partis. Deuxièmement, il faut reconnaître que nous avons bénéficié aussi à cette époque-là du soutien de tous les partis d'opposition qui étaient regroupés dans le G14 et que nous informions au fur et à mesure de la situation de notre lutte judiciaire. Troisièmement, je pense aussi qu'il faut souligner, nous avons eu le secours de bons avocats. Des avocats, je ne dirais pas qu'ils tous étaient de l'opposition, mais en tout cas, ils comprenaient bien le combat que nous menions et les raisons pour lesquelles notre cause devait être défendue. Et ils ont bien défendu notre cause. Donc c'est dont je leur suis toujours reconnaissant, même si nous ne sommes pas aujourd'hui tous du même côté de la barrière politique, quoi. Mais il y en a parmi ces avocats qui n'avaient pas du tout de couleur politique avérée et qui ont vraiment bien fait le travail de défense que nous souhaitions, que nous leur demandions. Peut-être aussi qu'il faut ajouter une autre raison, une autre leçon, à savoir que si vous êtes ferme dans vos convictions, vous avez raison dans le fond,
eh bien la justice finit par vous donner raison, même si finalement, on peut dire que les procédures qui existent permettent finalement de retarder de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Je dis par exemple que la décision que nous avons obtenue le 11 janvier 2011 et qui réglait définitivement le débat, c'est simplement une confirmation d'une décision qui a eu lieu 6 ans avant, en mai, qui a été donnée par la justice 6 ans avant, en mai 2005. En tout cas, vous étiez très respecté au sein de PAI, que vous avez dirigé pendant longtemps, notamment par votre vision et vos qualités managériales. C'est ce que pensent en tout cas certains de vos compagnons, dont un que nous avons interrogé quand on préparait cette émission. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, le camarade Ouedraogo Philippe, c'est un camarade de lutte. Nous avons cheminé plus de 40 ans ensemble dans un parti où nous avions la volonté et le courage, la détermination de faire bouger les choses, de rendre ce peuple-là plus heureux dans les meilleures conditions de vie. Nous étions à Bamako en 2002. Une grande conférence internationale organisée par la Fondation Gabriel Péri, une fondation à tendance à obédience communiste. Alors, quand nous sommes arrivés, il y avait plus de 100 responsables de partis politiques. Il fallait désigner un modérateur, qui allait diriger. Il n'y a pas eu beaucoup de volontaires, il n'y a même pas eu de volontaires. J'ai regardé mon président, j'ai dit c'est pas possible. C'est l'occasion pour nous de briller de mille feux. J'ai levé ma main et j'ai dit Ouedraogo Philippe. Il me regarde étonné et les gens ont dit Ouedraogo Philippe, puisqu'il n'y avait pas de choses. Philippe a accepté, mais il a dirigé la réunion d'une main de maître. Et il t'a fait de ses résumés, de ses analyses, tout le monde était ébahi. Alors un président de parti qui était à côté de moi, il dit mais ton président là, il a quelle formation? Je dis c'est un polytechnicien. Il dit oui, je me rappelle maintenant. Il y a un de nos anciens responsables de parti, puisque nous aussi nous sommes un ancien parti communiste, qui nous parle de Ouedraogo Philippe. C'est lui comme ça. Je dis c'est lui comme ça. Là vraiment, il faut lui tirer le chapeau. Alors, durant toute votre carrière, vous et vos amis, vous avez toujours tenté d'aller à l'unisson du côté de l'opposition, quand il y a naturellement le CDP. Qu'est-ce qui se passe pour que l'opposition n'arrive jamais à avoir un candidat unique, par exemple, contre Blaise Compaoré en son temps, qui était le tout-puissant? Effectivement, donc, tout le monde sentait la nécessité de s'unir, et de s'unir véritablement, c'est-à-dire avec confiance, pour mener la bataille contre le mastodonte qui était le CDP et qui avait pratiquement les allures de parti dominateur. C'est un parti dominant, mais réellement dominateur. Mais on n'est jamais parvenu à ça, parce que d'abord, on est des partis avec des objectifs fondamentaux qui étaient différents. Ça, c'est un élément, mais nous étions tous d'accord en apparence pour donner la priorité aux objectifs immédiats. Et par conséquent, nous aurions pu chacun baisser un peu son drapeau de façon à pouvoir se retrouver avec les autres. Mais il faut aussi compter avec les ambitions que chaque dirigeant de parti peut avoir, ou chaque parti ou chaque dirigeant de parti peut avoir, qui sont de nature plus personnelle. Et plus subjectif aussi. Donc ça explique finalement que nous n'ayons jamais réussi tout à fait. Nous n'avons jamais réussi à faire l'unité. Vous voyez par exemple, en 2004, nous avions tous ensemble au niveau de l'opposition créé ce qu'on appelait Alternance 2005. C'est-à-dire finalement l'ensemble des partis qui voulaient une alternance politique en 2005 contre un Blaise Compaoré qui voulait
ce qui allait se représenter. Et bien, nous n'avons jamais réussi à avoir un candidat unique, parce que tout le monde se voyait candidat, candidat de tout le monde, le candidat de tous les partis réunis. De sorte qu'en 2005, finalement, il y avait 8 candidats de l'opposition alternance 2005. Alors évidemment, ce n'était pas la meilleure condition pour obtenir finalement pour essayer de battre Blaise Compaoré. Et en 2010, également, donc, il y a eu des pourparlers. Mais, vous savez, dans ces conditions-là, quand les gens ne veulent pas l'unité, n'importe quoi peut être prétexte, si on peut dire, à l'arrêt finalement des discussions d'unité. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, un certain nombre de partis se sont regroupés autour du PDS à l'époque, en 2010. Et Arba Diallo a été notre candidat, le candidat de ces partis. Bon, il est arrivé deuxième, mais avec moins de 10%. Et par conséquent, on était loin de réunir les conditions pour une alternance, quoi. Est-ce qu'il vous arrive, après tant d'années d'exercice de carrière politique, est-ce qu'il vous arrive souvent de regretter de cet engagement politique? Je crois que c'est... Non, peut-être pas l'engagement politique, pas le fait d'avoir adhéré à une idéologie, pas le fait d'avoir eu des valeurs politiques finalement que j'ai essayé de défendre. Ça, non. Mais je pense que j'ai consacré peut-être à la lutte politique un peu trop de temps par rapport à d'autres choses que j'aurais pu faire. Je pense que, compte tenu du rapport de force qui était nettement en défaveur finalement de la révolution, des révolutionnaires, compte tenu du rapport de force qui était nettement en défaveur de l'opposition, je pense qu'on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas peut-être trop consacrer de force et de temps à ce combat politique et qu'il fallait peut-être aussi le compléter par autre chose, quoi. En tout cas, rétrospectivement, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Quel conseil vous avez, par exemple, pour les jeunes qui rêvent aujourd'hui d'une carrière politique? C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps que ça. Notamment le journal Le Pays m'a posé la question. Après, on m'a demandé de faire un peu le bilan de mon expérience politique. Et je disais aux jeunes, voilà, je pense qu'il y a une première chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais entrer en politique à cause d'un ami, d'un individu, ou finalement parce que quelqu'un vous le demande, quoi. Il faut entrer en politique parce que soi-même on est convaincu qu'il y a des causes particulières, justes, à défendre, ou parce que soi-même finalement on a, par son expérience par exemple, été convaincu qu'il faut combattre pour telle ou telle valeur particulière. Je dis aussi aux jeunes qu'il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que certains peuvent croire, la politique ne vous enrichira jamais. Mais elle vous appauvrira, ça c'est sûr. À certains moments, vous pouvez peut-être avoir l'illusion que ça vous a enrichi. Si vous n'usez pas de procédés malhonnêtes, cette richesse ne sera jamais, ne restera jamais. Et par conséquent, il ne faut pas entrer en politique parce qu'on pense que ça va vous enrichir. Jamais. C'est une erreur. Sauf si vous êtes prêt à utiliser des procédés malhonnêtes. Ce que je dis aussi aux jeunes, c'est qu'il faut rentrer en politique par conviction. Parce qu'on croit à quelque chose et que finalement, donc, on peut en parler sincèrement et on veut finalement que les gens adhèrent à cette chose, à cette valeur, et vous souhaitez finalement que vos amis finalement donc retiennent cette valeur-là et même finalement la portent eux-mêmes. Et également, si vous voulez entrer en politique, il faut toujours vous comporter de façon honnête, quoi.
vous ne le regretterez jamais. Si vous vous comportez de façon malhonnête, vous risquez finalement de devoir le regretter tout le temps parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se souviendra que vous avez été malhonnête et qui vous le rejettera, qui vous le jettera à la figure. Enfin, j'ai dit aussi que, avant peut-être finalement de penser à entrer en politique, maîtriser un métier. Parce que le jour où la politique va vous rejeter, vous aurez ces métiers et vous pourrez vous en servir et être utile avec ces métiers. Et le jour où la politique vous rejettera, ou bien le jour où vous déciderez vous-même que non, le chemin politique n'est pas votre chemin. Enfin, il faut quand même, dans tous les cas, que vous ayez une vocation politique ou que vous n'en ayez pas, il faut toujours porter beaucoup d'attention à son village, à sa famille, à sa commune et même, pourquoi pas, à sa province, quoi. Il faut établir, si on peut dire, des liens avec les éléments qui correspondent finalement à ces choses-là, c'est-à-dire à la famille, à la commune, au village et tout ça. Parce que finalement, quoi que vous fassiez, vous devrez toujours des comptes finalement à ces gens-là. Durant tout ce temps, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous n'avez pas du tout transigé? Moi, je pense que je n'ai jamais transigé sur un certain nombre de valeurs qui correspondent à mon engagement idéologique. À savoir la nécessité de prendre en considération d'abord les intérêts des masses, la nécessité de prendre en considération d'abord l'intérêt du pays, la nécessité de prendre en considération d'abord les intérêts des générations futures. Je pense également que je n'ai jamais transigé sur le fait que le peuple, tel que je le comprends en tout cas, doit s'organiser pour défendre ses droits, défendre ses intérêts, et que finalement donc, les conditions qui lui permettent de défendre le mieux ses intérêts sont des conditions démocratiques, quoi. Et par conséquent, qu'il faut toujours lutter pour faire respecter les libertés individuelles et collectives. Je crois aussi que je n'ai jamais douté sur le fait que lorsque on rentre en politique, on rentre pour servir un pays, pour servir un peuple. Et que par conséquent, donc, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable finalement que profitant de telle ou telle position, même simplement professionnelle, eh bien, vous exploitiez les gens, vous fassiez des détournements, etc., qui vont avoir des répercussions négatives parce qu'ils vont compromettre complètement les chances d'évolution de beaucoup de gens, quoi. Enfin, je pense aussi que autant que possible, j'essaie de respecter des valeurs comme l'amitié, des valeurs comme la fidélité, des valeurs comme l'intégrité. Maintenant, c'est ce que je crois. Mais il se peut très bien que je n'ai pas toujours réussi finalement donc, à en convaincre finalement les autres, quoi. On va parler un peu léger maintenant, vie de couple. Racontez-nous comment est-ce que vous avez rencontré madame? Est-ce que je m'en souviens? Certainement. Bon. Non, vous savez, c'est toujours quand on est jeune finalement que ces choses-là arrivent. Et donc c'était en 1964. J'étais revenu de France en vacances. Et pour fêter, bon, je n'étais pas le seul d'ailleurs dans la famille à être revenu. Nous étions plusieurs étudiants qui étions rentrés. Et pour fêter notre retour, donc la grande sœur finalement qui nous hébergeait et qui elle était mariée, a voulu donc organiser une, comme on appelait à l'époque, une surprise party. Et donc à cette surprise party, donc nos sœurs amenaient aussi leurs amis, ou en tout cas leurs amis, lesquels aussi amenaient des connaissances. Voilà des conditions dans lesquelles finalement
la première rencontre entre moi-même et celle qui va devenir ma femme a eu lieu, quoi. Je retiens de lui le goût du travail bien fait, la persévérance et la fidélité aux grandes valeurs sociales. Et c'est ce que je retiens principalement de lui. Sinon, c'est un gros travailleur également, très méticuleux, qui accorde beaucoup d'importance à toutes les tâches qu'il accomplit et qui aime la perfection. Je lui dirais que le temps a changé. Nos enfants sont maintenant grands. Chacun peut se prendre en charge et se passer de nous. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous de nous reposer. Les temps ont changé. Il est temps maintenant pour vous de vous reposer. Apparemment, vous ne vous reposez pas malgré tout. Ça va venir. Ça va venir. Mais non, parce que vous savez, les gens peut-être ne s'aperçoivent pas que vous vieillissez, que vous n'avez plus les mêmes forces et les mêmes énergies qu'autrefois. Et puis donc, quelquefois, donc, on vous sollicite toujours pour ceci ou pour cela. Et donc vous avez l'air finalement de vouloir assurer, si on peut dire, la prééminence des générations passées sur des situations, alors que, bon, ce n'est pas forcément l'objectif que l'on poursuit. Et donc, parfois, on peut donner l'impression qu'effectivement, on reste un peu attardé sur des vieilles choses, quoi. Mais on sent les effets de l'âge. Hein. J'ai toujours le souvenir, dans ma tendre enfance, que je l'attendais toujours le soir pour m'endormir. Et je m'endormais en général dans ses bras et j'étais toujours surprise le matin de me retrouver dans mon lit. Voilà. Et donc, je crois que c'est un souvenir qui m'est resté gravé, qui me revient régulièrement. Papa, merci d'être toujours là pour nous. Merci de nous soutenir, nous tous les enfants, de nous guider et d'avoir toujours l'esprit ouvert en fait, de nous laisser aller vers des aventures, même si c'est en nous guidant, on a quand même cette liberté. Donc merci pour la personne que tu es. Alors, du haut de votre expérience politique, administrative et sociale, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes Burkinabés ce soir? Je pense que ce que chacun comprend d'ailleurs aujourd'hui, que ce qui est important, c'est d'être patriote. À chaque fois finalement que donc on pose un acte. Être patriote, c'est quoi? C'est d'abord penser à la patrie et à l'intérêt de la patrie en premier lieu. Alors, on peut dire finalement que ça doit se traduire, ça peut se traduire dans tous les actes de la vie. Quand vous prenez une décision au niveau professionnel, eh bien, il faut la penser, il faut la prendre, et il faut la décider en fonction finalement de ce qui est favorable finalement aux intérêts du pays, plutôt finalement qu'à vos intérêts exclusifs. Il faut la penser finalement donc par rapport finalement à l'intérêt des générations à venir. Il faut la penser par rapport aussi à l'intérêt finalement des différentes couches sociales, y compris celles des couches sociales pour lesquelles l'accès à telle ou telle facilité est difficile. Donc, première préoccupation, il faut être patriote. Deuxièmement, il faut faire les choses de façon rationnelle. Il y a des gens qui ont des ambitions et qui, avant même que leur ambition finalement ne soit réalisée, posent des actes comme s'ils y étaient déjà arrivés à cette ambition. Il est évident que ça, ce sont des actes qui vont les mener à la catastrophe. Il faut vivre finalement de façon réaliste, conforme finalement à ses propres capacités, conforme à ses moyens, et conforme finalement donc à
à ce qui peut être rationnellement fait sans compromettre l'avenir ni pour vous-même ni pour les autres. Je pense aussi que ce qu'on peut reconnaître, sur quoi on peut insister, c'est sur le fait que pour nous en sortir, il faut finalement que nous ayons des gens de plus en plus compétents, qui sont patriotes, d'accord, mais qui sont aussi de plus en plus compétents. C'est-à-dire finalement qui bénéficient d'une formation appropriée, qui permettent de multiplier, si on peut dire, de donner plus d'effet, d'efficacité aux actes qu'ils posent, quoi. Je pense également qu'il faut bien comprendre que les ressources naturelles que nous avons, qu'il s'agisse des ressources minières, qu'il s'agisse finalement donc des ressources hydrauliques, qu'il s'agisse finalement donc de nos rivières, de nos points d'eau, que tout ça n'est pas inépuisable. Et que, comme on dit souvent, nous avons ces richesses-là, mais notre responsabilité, c'est de les gérer de façon à les transmettre plus ou moins intactes finalement à nos petits-enfants. Que par conséquent, nous ne devons pas chercher finalement à en profiter au maximum pour nous-mêmes, en oubliant finalement que et nos enfants et nos petits-enfants en auront besoin demain et qu'ils peuvent nous faire procès pour un gaspillage finalement que nous avons fait à notre profit ou bien finalement parce que nous avons laissé gaspiller par d'autres, quoi. Ça va être donc le mot de fin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je rappelle que nous étions avec Philippe Ouédraogo, ingénieur des mines et homme politique burkinabé. J'espère que sa vie racontée ce soir vous a inspiré. Bonsoir, merci de nous avoir suivis.